Voici la traduction complète du texte en français. Ma belle-mère m'a donné une note de 6 sur 10 en tant qu'épouse dans une discussion de groupe secrète. La réponse de mon mari m'a poussé à faire mes valises. Je suis marié à mon mari, Kevin, depuis 3 ans et nous sommes ensemble depuis 5 ans. Sa mère, Linda, n'a jamais été chaleureuse avec moi, mais j'ai toujours supposé qu'elle était simplement l'une de ces femmes réservées qui ont besoin de temps pour s'ouvrir. J'ai fait tous les efforts possibles pour la conquérir. J'ai cuisiné pour les dîners de famille. Je me suis souvenu de chaque anniversaire. J'ai aidé à organiser sa fête d'anniversaire de mariage l'année dernière, jusqu'à la couleur des serviettes. Elle souriait poliment, me remerciait, puis trouvait de petites choses à critiquer, la dinde était un peu sèche, ou l'emballage du cadeau aurait pu être plus soigné. Je ne m'en formalisais pas parce que Kevin me disait toujours que sa mère était simplement pointilleuse et que je ne devais pas le prendre personnellement. Je le croyais parce que je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Cela a changé samedi dernier. Nous étions chez ses parents pour la fête de départ à la retraite de son père. Vers le milieu de la soirée, Linda m'a demandé de prendre son téléphone sur le comptoir de la cuisine parce qu'elle voulait montrer à tout le monde des photos de leur croisière. J'ai ramassé son téléphone et l'écran s'est éclairé avec une notification d'une discussion de groupe intitulée « Nouvelles de la famille ». L'aperçu montrait un message de la tante de Kevin qui disait « Quel est son score cette semaine ?» Je sais que je n'aurais pas dû regarder, mais mon instinct m'a poussé à l'ouvrir. Ce que j'ai trouvé a fait trembler mes mains. C'était un véritable tableur avec un code couleur avec mon nom en haut et des catégories sur le côté, cuisine, ménage, apparence, carrière, attitude, maternité, potentiel. Chaque catégorie avait une note de 1 à 10, mise à jour chaque semaine avec des commentaires de Linda expliquant son évaluation. L'entrée la plus récente datait du matin même. Elle m'avait donné un 6 sur 10 global parce que j'étais venu à la fête en jean au lieu d'une robe, que j'avais apporté des biscuits achetés en magasin au lieu de biscuits faits maison, et que j'avais été trop bruyante en accueillant les gens à la porte. J'ai fait défiler vers le haut et j'ai réalisé que ce tableur existait depuis 3 ans. 3 ans que Linda me notait comme s'il s'agissait d'une critique de produit. 3 ans que les tantes et les cousins de Kevin commentaient avec des émojis qui rient et ajoutaient leurs propres observations. Une tante écrivait que j'avais pris du poids depuis le mariage. Un cousin disait qu'il était embarrassant que je gagne plus d'argent que Kevin. Sa propre sœur écrivait que Linda aurait dû insister davantage pour que Kevin épouse son ex-petite amie, Rachel, parce qu'au moins elle venait d'une bonne famille. Je me suis senti physiquement mal. Mais ce qui m'a brisé, ce n'était ni Linda, ni les tantes, ni les cousins. C'était Kevin. Il était dans cette discussion de groupe. Il y était depuis le début. J'ai parcouru 3 ans de messages et, pas une seule fois, il ne m'a défendu. Pas une seule fois il ne leur a dit d'arrêter. Quand sa mère m'a donné un 4 sur 10 la semaine de ma fausse couche parce que j'avais été morose et que je négligeais les besoins de Kevin, il a répondu avec un emoji pouce levé. Un pouce levé. Je suis retourné dans le salon et tout le monde riait de quelque chose que son père avait dit. J'ai regardé Kevin assis là, le bras tendu sur le dossier du canapé comme si de rien n'était. J'ai regardé Linda qui attendait son téléphone avec ce sourire poli qu'elle m'adressait toujours. Je lui ai rendu le téléphone et j'ai dit que je ne me sentais pas bien et que je devais partir. Kevin a peine levé les yeux quand il a dit « D'accord » et m'a dit qu'il rentrerait avec son frère. Je suis rentré à la maison, j'ai fait 3 valises, j'ai chargé tout ce qui était important pour moi et j'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine. Il m'a finalement envoyé un SMS 4 heures plus tard pour me demander où j'avais rangé les restes. Il ne sait toujours pas que je sais,
mais il est sur le point de la prendre, car j'ai transféré tout ce tableur à la seule personne que Linda a passé sa vie entière à essayer d'impressionner et elle consulte ses emails dès la première heure chaque dimanche matin. Je suis assise dans ma chambre d'hôtel ce dimanche matin, sachant que Phoebe est en train d'ouvrir son email en ce moment même, et mes mains ne s'arrêtent pas de trembler même si c'est moi qui l'ai envoyé. Le tableur avec 3 ans de notes et de commentaires cruels est dans sa boîte de réception, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Je vérifie l'horloge sur la table de nuit toutes les quelques minutes comme si cela allait changer ce qui se passe. La pièce me semble trop silencieuse et trop petite à la fois. J'ai commandé un café à la réception plus tôt, mais il a refroidi sur la table parce que je n'arrive pas à me forcer à le boire. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois cet emoji pouce levé à côté du commentaire de Linda sur ma fausse couche. Mon téléphone est posé face contre terre sur le lit, et je continue de le fixer comme s'il allait exploser. Une partie de moi veut appeler Phoebe et tout lui expliquer avant qu'elle ne lise l'email, mais une autre partie sait que le tableur parle de lui-même. Je fais les 100 pas entre la fenêtre et la salle de bain, vérifiant mon reflet sans vraiment le voir. La personne qui me regarde semble être une étrangère, quelqu'un qui s'est enfin défendu au lieu de faire plus d'efforts pour plaire à des gens qu'il a notés comme un examen. Mon téléphone commence à vibrer vers 9 heures du matin avec des appels de numéros que je ne reconnais pas. Puis le numéro de Kevin, encore et encore. Je coupe tout et je commande un petit déjeuner en chambre parce que j'ai besoin de manger quelque chose, même si j'ai l'estomac noué. Le menu me prend 10 minutes à lire parce que je n'arrive pas à me concentrer sur les mots. Je choisis finalement des œufs brouillés et des toasts, le genre de repas basique qui ne me rendra pas malade si je n'arrive à en prendre que quelques bouchées. Quand la nourriture arrive, je signe le reçu et le serveur me demande si je vais bien. Je dois avoir une mine affreuse car il me propose de m'apporter du café supplémentaire sans que je le demande. Je m'assois au bord du lit avec l'assiette en équilibre sur mes genoux, me forçant à prendre de petites bouchées. Les œufs n'ont aucun goût et le toast reste bloqué dans ma gorge, mais je continue de manger parce que je n'ai rien pris depuis hier après-midi. Mon téléphone continue de s'allumer avec de nouveaux appels, et je regarde l'écran se remplir de notifications d'appels manqués. Le nom de Kevin apparaît sans cesse entre des numéros que je ne connais pas. Linda doit appeler depuis les téléphones d'autres personnes pour essayer de me joindre. J'éteins complètement le téléphone et je finis mon petit déjeuner en silence. À midi, j'ai 47 appels manqués et les messages vocaux commencent à devenir frénétiques. Je rallume mon téléphone juste assez longtemps pour voir le nombre de notifications et je le regrette immédiatement. La voix de Linda est perçante, elle demande ce que j'ai fait. Cecilia semble paniquer, et Kevin répète que nous devons parler tout de suite, comme s'il s'agissait d'une simple dispute de plus que nous pourrions apaiser. J'en supprime la plupart sans les écouter jusqu'au bout parce que le son de leur voix m'oppresse la poitrine. Un message de Miranda commence par des excuses mais bifurque rapidement pour me demander de régler la situation. Un autre d'une personne dont je ne reconnais même pas le nom me dit que je suis en train de déchirer la famille. Je les sauvegarde tous quand même parce qu'un instinct me dit que j'aurai peut-être besoin de preuves de leur réaction plus tard. Mes mains tremblent tellement que je manque de faire tomber le téléphone en naviguant dans le menu vocal. J'ai finalement écouté un message de Kevin où il a l'air sincèrement confus, demandant pourquoi je suis parti et où j'ai mis ses chemises de travail. Il ne sait toujours pas pour le tableur, ce qui signifie que la famille s'empresse de limiter les dégâts avant qu'il n'apprenne ce que j'ai découvert. Sa voix a ce ton agacé qu'il utilise quand j'oublie de récupérer son linge au pressing ou que je déplace ses affaires. Il me demande si je suis fâché pour quelque chose et dit que nous pourrons en parler quand il rentrera du travail, comme si j'étais dramatique pour rien. Le message se termine par lui me demandant si j'ai pensé à payer la facture d'électricité. Je l'écoute 3 fois,
écoutant son absence totale de conscience. Il n'a aucune idée que sa famille entière a passé 3 ans à me noter et qu'il y a participé. Il ne sait pas que j'ai vu son emoji pouce levé. Il pense que je suis parti à cause d'un désaccord mineur qu'il n'arrive même pas à identifier. Le fossé entre ce qu'il sait et ce que je sais me semble massif. Vers 14 heures, Phoebe m'appelle d'un numéro que je n'ai pas enregistré. Sa voix est calme et bienveillante lorsqu'elle me dit qu'elle a reçu mon email et me demande si je suis dans un endroit sûr, ce qui me fait pleurer pour la première fois depuis mon départ. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle semble inquiète pour moi plutôt qu'en colère. Les larmes coulent fort et vite, rendant la respiration et la parole difficiles. Elle attend patiemment que j'essaie de me reprendre, sans me presser ni me dire de me calmer. Quand je peux enfin parler, je lui dis que je suis à l'hôtel et que je vais bien physiquement. Elle me demande si j'ai besoin de quoi que ce soit et me propose de venir me rejoindre si je veux de la compagnie. Sa gentillesse libère quelque chose en moi que je gardais serré depuis samedi soir. Je pleure pendant 20 minutes pendant qu'elle reste en ligne, disant occasionnellement des choses douces qui me font me sentir moins seul. Phoebe me dit qu'elle connaît Linda depuis 40 ans et qu'elle a toujours soupçonné qu'elle avait un côté cruel. Mais ce tableur dépasse tout ce qu'elle imaginait. Elle dit que Linda a passé des décennies à essayer de l'impressionner parce que Phoebe a fait un beau mariage et mène la vie dont Linda a toujours rêvé. Et cet email a détruit l'image soigneusement entretenue de Linda. Sa voix devient plus dure lorsqu'elle parle de Linda se pavanant lors d'événements paroissiaux et de rassemblements sociaux, essayant toujours de surpasser les autres femmes. Elle mentionne des fois où Linda faisait des remarques cinglantes sur les enfants ou les mariages des autres sous couvert de préoccupation. Elle me parle d'une femme de leur club de lecture qui a cessé de venir après que Linda a systématiquement critiqué tout chez elle pendant des mois. Entendre ces histoires m'aide à comprendre que le traitement que Linda m'infligeait n'était pas personnel, c'était simplement son mode de fonctionnement. Phoebe dit qu'elle a déjà transféré mon email à 3 autres femmes de leur cercle social qui méritent de savoir à quoi ressemble vraiment Linda. Nous parlons pendant 1 heure, et Phoebe me confie que Linda a déjà fait des choses similaires à d'autres personnes trouvant toujours des moyens de rabaisser les femmes par lesquelles elle se sentait menacée. Elle me dit que je mérite bien mieux que cette famille et propose de m'aider de toutes les manières possibles, ce qui me semble être le premier soutien sincère que j'ai reçu depuis des années. Elle me donne le nom de son avocat spécialisé en divorce et me dit de ne pas m'inquiéter pour les frais parce qu'elle connaît quelqu'un qui lui doit une faveur. Nous discutons de choses pratiques comme changer mes comptes bancaires et mettre mes documents importants en sécurité. Elle me demande si j'ai les copies de tout ce dont j'ai besoin, et je réalise que j'ai laissé mon acte de naissance à la maison. Phoebe me dit qu'elle m'aidera à le récupérer en toute sécurité le moment venu. Elle me raconte son propre divorce il y a 30 ans et comment elle a reconstruit sa vie après. Au moment où nous raccrochons, je me sens moins effrayé et plus déterminé. Kevin finit par comprendre que je ne rentrerai pas et se présente à notre maison pour trouver mon alliance sur le comptoir. Ces SMS passent de la confusion à la colère, exigeant de savoir quel genre de déclaration dramatique j'essaie de faire et insistant sur le fait que je surréagis. Le message arrive alors que je traite encore ma conversation avec Phoebe. Il dit que laisser mon alliance est puéril et manipulateur. Il veut savoir où je suis et pourquoi je ne réponds pas à ses appels. Il me dit que sa mère est bouleversée et que je dois m'expliquer. Les SMS continuent d'arriver, chacun plus exigeant que le précédent. Il dit que je lui fais honte devant sa famille. Il m'accuse d'avoir planifié tout cela pour le blesser. Il demande ce qu'il est censé dire aux gens quand il lui demande où est sa femme. Pas une seule fois il ne demande si je vais bien ou ce qui m'a poussé à partir. Je réponds par une capture d'écran du tableur avec son emoji pouce levé sur le post concernant ma fausse couche.
3 petits points apparaissent et disparaissent pendant 20 minutes avant qu'il ne réponde. Nous devons discuter de cela en personne comme des adultes, manquant complètement le fait que sa réponse est précisément le problème. Je regarde les points apparaître et disparaître encore et encore, l'imaginant essayer de trouver quoi dire. Quand son message arrive enfin, il est plein de déviations. Il dit que la discussion de groupe était juste, sa famille faisant la famille, et que je prends les choses trop au sérieux. Il prétend qu'il ne lisait pas vraiment la plupart des messages et que le pouce levé ne signifiait rien. Il me dit que je suis trop sensible et que je dois comprendre le point de vue de sa mère. Il dit que si je rentrais simplement, nous pourrions résoudre ce malentendu ensemble. Le mot malentendu me donne envie de jeter mon téléphone à travers la pièce. Lundi matin, j'appelle l'avocat recommandé par Phoebe, et Laurence Fowler me trouve un créneau pour un rendez-vous l'après-midi. Entrer dans son bureau me semble surréaliste parce que je n'aurais jamais imaginé que mon mariage se terminerait ainsi, mais je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière possible après ce que j'ai découvert. Le bâtiment est situé au centre-ville, dans une de ces vieilles maisons converties avec des parquets qui grincent et trop de bois sombre. La réceptionniste m'offre de l'eau et j'accepte même si je n'ai pas soif, juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. Je remplis des documents posant des questions sur mon mariage qui semblent impossibles à répondre dans les petits espaces prévus. Quand Laurence m'appelle dans son bureau, il est plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec des yeux bienveillants et une poignée de main ferme. Il me demande de tout lui raconter, et je commence par samedi soir, la voix tremblante alors que je décris la découverte du tableur sur le téléphone de Linda. Je lui tends la copie imprimée du tableur que j'ai préparé avant le rendez-vous. Il met ses lunettes de lecture et commence à le parcourir page par page, sa mâchoire se serrant à chaque défilement. Le tableur remonte à 3 ans avec des entrées chaque semaine, un code couleur par catégorie, et son doigt suit les colonnes tandis que son expression s'assombrit. Il s'arrête à l'entrée de la semaine de ma fausse couche où Linda m'a donné un 4 sur 10 et a écrit que je traînais ma tristesse et négligeais les besoins de Kevin, et où Kevin a répondu par un emoji pouce levé. Laurence retire ses lunettes et les pose sur son bureau, puis me regarde avec un mélange de colère et de tristesse dans les yeux. Il me dit que ce niveau de maltraitance émotionnelle documenté est significatif, d'autant plus que cela a continué lors d'événements majeurs de la vie comme ma fausse couche, et que la participation active de Kevin aggrave sa situation sur le plan juridique. Il m'explique que dans une procédure de divorce, ce genre de preuve montre un schéma de cruauté émotionnelle qui a duré des années. Et le fait que tout soit documenté avec des dates et les réponses de Kevin rend impossible pour lui de nier ou de minimiser. Je me sens validé en entendant quelqu'un ayant une expertise juridique confirmer que ce qui m'est arrivé était réellement de la maltraitance, et non une simple histoire de famille, comme les proches de Kevin continuent de le prétendre. Nous passons l'heure suivante à discuter de mes options, et Laurence m'explique tout en termes que je peux réellement comprendre au lieu de me noyer dans le jargon juridique. Il dit que j'ai de bonnes chances de garder la maison puisque j'ai payé la majeure partie de l'hypothèque de toute façon et que mon nom figure seul sur l'acte de propriété, ce qui aide. Il consulte des dossiers montrant que mes relevés bancaires prouvent que j'ai contribué à environ 70% des frais de logement au cours des 3 dernières années tandis que Kevin dépensait son argent pour d'autres choses. Le harcèlement de la famille de Kevin par des appels et des messages constants constitue également une documentation de leur comportement toxique, ce qui soutient mon besoin d'une rupture nette sans contact continu. Laurence prend des notes pendant que je parle des membres de la discussion de groupe et de leur relation avec Kevin, dressant le portrait de toute la dynamique familiale qui a permis cette maltraitance. Il pose des questions sur des incidents spécifiques mentionnés dans le tableur. Et j'explique le contexte derrière les notes les plus basses de Linda, comme la semaine où elle m'a donné un 3 parce que j'avais obtenu une promotion qui payait plus que le travail de Kevin. À la fin de notre discussion,
J'ai l'impression d'avoir un véritable plan au lieu de simplement m'enfuir effrayé. J'autorise Laurence à envoyer à Kevin une lettre l'informant que j'ai engagé un avocat et que toute communication future doit passer par lui. Signer le formulaire d'autorisation me donne un sentiment de pouvoir que je n'attendais pas. Comme si je prenais enfin le contrôle après 3 ans passés à essayer de plaire à des gens qui notaient littéralement ma valeur en tant qu'être humain. Laurence dit qu'il enverra la lettre aujourd'hui par courrier recommandé avec accusé de réception, afin que Kevin doive signer, ce qui signifie qu'il ne pourra pas prétendre ne jamais l'avoir reçue. Il me conseille également de bloquer le numéro de Kevin et de ne communiquer que par son intermédiaire désormais, car tout ce que Kevin me dirait directement pourrait être utilisé pour me manipuler ou me mettre la pression. Je quitte son bureau en me feeling plus forte que je ne l'ai été depuis des semaines, sachant que quelqu'un est réellement de mon côté et se bat pour moi au lieu de se battre contre moi. Mon téléphone sonne 2 heures plus tard avec un numéro que je ne reconnais pas, et je réponds sans réfléchir. La voix d'Arthur se fait entendre, essayant de paraître raisonnable et inquiet, disant qu'il a appris que j'avais quitté Kevin et qu'il veut comprendre ce qui se passe. Il utilise beaucoup le mot « apparemment », comme « apparemment tu es fâché pour quelque chose » et « apparemment il y a eu une sorte de discussion familiale qui t'a dérangé ». Il me dit que les familles ont des désaccords tout le temps, et que cela semble être quelque chose dont nous devrions discuter au lieu que je déchire tout le monde, pour ce qui n'était probablement qu'une blague stupide mal interprétée. La façon dont il formule tout me confirme que la famille a coordonné sa réponse et décidé de minimiser ce qu'ils ont fait en appelant cela une blague ou un malentendu. J'ai demandé directement à Arthur s'il penserait que c'était une blague stupide si sa femme découvrait que sa famille l'avait noté pendant 3 ans avec un tableur coloré et qu'il y avait participé en lisant et en commentant. Le silence à l'autre bout dure si longtemps que je pense qu'il a raccroché. Mais ensuite, il marmonne quelque chose sur le fait que c'est différent et que je fais des drames pour rien. Je lui dis que ce n'est pas différent du tout, c'est exactement la même chose. Et sa réaction prouve qu'ils savent tous que ce qu'ils ont fait était mal mais qu'ils ne veulent pas faire face aux conséquences. Il commence à argumenter, mais je raccroche et je bloque immédiatement son numéro ainsi que celui de tous les autres membres de la famille auxquels je peux penser. Ma liste de contacts bloqués monte à 17 personnes au moment où j'ai fini. La discussion de groupe familial explose apparemment après qu'Arthur a rapporté que je ne voulais pas entendre raison, car ma boîte de réception commence à se remplir de messages de parents que je connais à peine et de certains que je n'ai même jamais rencontrés. Un cousin au second degré de Kevin écrit un long message sur le fait que la famille est éternelle et que je dois pardonner et passer à autre chose pour le bien de tous. Une tante que j'ai rencontrée une fois à un mariage envoie 3 paragraphes sur la façon dont Linda souffre. Les oncles de Kevin disent « Tu fais honte à toute la famille en rendant cela public et tu devrais gérer les choses en privé, comme une adulte mature. » Certains tentent la sympathie en disant qu'ils comprennent que je sois blessé mais que tout le monde fait des erreurs. D'autres tentent la culpabilité en parlant de la façon dont cela affecte la santé et le mariage des parents de Kevin. Mais chacun d'entre eux veut que j'étouffe l'affaire et que je la fasse disparaître pour qu'ils puissent tous recommencer à prétendre qu'ils sont une famille normale et fonctionnelle au lieu de faire face à ce qu'ils ont réellement fait. Aucun d'entre eux ne semble comprendre qu'il ne s'agit pas d'eux ou de leur confort, il s'agit de 3 ans de cruauté documentée à laquelle mon propre mari a participé alors que j'essayais désespérément de gagner une approbation que je n'allais jamais obtenir. Phoebe m'appelle mardi soir, et je réponds immédiatement parce qu'elle est l'une des rares personnes à qui je veux vraiment parler en ce moment. Elle me dit que Linda s'est présentée chez elle cet après-midi en larmes, la suppliant de ne parler du tableur à personne d'autre et prétendant qu'il s'agissait d'un malentendu. Phoebe dit avoir répondu très clairement à Linda qu'elle avait déjà partagé l'information avec plusieurs amies communes parce qu'un comportement tel que tenir un tableur de notation sur sa belle-fille ne mérite ni protection ni confidentialité. Linda s'est apparemment effondrée à ce moment-là,
pleurant sur sa réputation détruite et sur le fait que tout le monde allait penser qu'elle était une personne terrible. Phoebe lui a dit qu'elle est une personne terrible pour ce qu'elle m'a fait et Linda est repartie en ayant l'air complètement anéantie, mais sans jamais s'excuser sincèrement ni assumer sa responsabilité. Apprendre l'humiliation de Linda crée en moi un mélange complexe de sentiments auxquels je n'étais pas préparé. Une partie de moi se sent satisfaite de savoir qu'elle subit enfin les conséquences de sa cruauté, que la femme qui a passé 3 ans à me faire me sentir inadéquate est maintenant jugée elle-même. Mais une autre partie se sent juste fatiguée et triste pour toute l'énergie que j'ai gaspillée à essayer de gagner l'approbation de quelqu'un qui n'allait jamais me la donner, quoi que je fasse. J'ai passé 3 ans à cuisiner des dîners parfaits, à me souvenir des anniversaires et à organiser des fêtes, et rien de tout cela n'avait d'importance parce que Linda avait déjà décidé que je n'étais pas assez bien avant même que je commence à essayer. 3 jours plus tard, une épaisse enveloppe arrive à mon hôtel par courrier recommandé. Et je sais avant même de l'ouvrir que Kevin a engagé son propre avocat. La lettre est pleine de termes juridiques qui se résument essentiellement au fait que j'aurais abandonné notre mariage sans motif et que Kevin exige que je rentre immédiatement à la maison pour travailler sur notre relation. Son avocat écrit sur les obligations maritales et les efforts de bonne foi pour une réconciliation, ignorant totalement les 3 ans de maltraitance documentée qui m'ont poussé à partir. Je parcours la lettre et l'envoie par email à Laurence, qui me rappelle moins d'1 heure plus tard en riant. Il dit que l'avocat de Kevin ne sait manifestement pas encore pour le tableur et qu'il se base sur la version des faits de Kevin selon laquelle je suis parti sans raison. Laurence semble presque jubilatoire lorsqu'il m'explique à quel point l'avocat de Kevin va être surpris lorsqu'il verra les preuves réelles. Nous renvoyons une réponse le jour même avec le tableur complet joint en tant que preuve et un exposé détaillé de la maltraitance émotionnelle que j'ai subie tout au long de notre mariage. Laurence inclut des exemples spécifiques avec des dates, la participation de Kevin documentée par ses propres messages et l'impact sur ma santé mentale et mon bien-être. La lettre de réponse est professionnelle mais dévastatrice, exposant exactement pourquoi je suis parti et pourquoi je n'ai aucune intention de revenir ou de me réconcilier. Laurence me dit que l'avocat de Kevin lui conseillera presque certainement de régler l'affaire rapidement et discrètement plutôt que de laisser cela devenir public dans les dossiers du tribunal, car aucun avocat ne veut que la cruauté de son client soit documentée dans des dossiers juridiques permanents qui donnent une mauvaise image de toutes les personnes impliquées. Je prends rendez-vous avec le serrurier pour jeudi matin, quand Kevin sera au travail. Le gars arrive pile à l'heure dans une camionnette blanche avec le logo de son entreprise. Et je le retrouve à la maison avec ma clé et l'acte de propriété montrant mon nom. Il ne pose pas de questions sur les raisons pour lesquelles je change les serrures de ma propre maison. Il se met juste au travail, remplaçant l'ancienne quincaillerie et installant de nouveaux verrous sur les 2 portes. L'ensemble du processus prend environ 40 minutes et me coûte $200. Mais cela en vaut la peine pour savoir que Kevin ne peut pas entrer comme il veut. Je prends les nouvelles clés et j'en glisse une sur mon porte-clés, sentant que j'ai repris quelque chose qui m'a toujours appartenu. Traverser la maison après le départ du serrurier me fait un effet bizarre auquel je ne m'attendais pas. Tout semble identique mais différent. Comme si je voyais tout pour la première fois. Le canapé bleu dans le salon que Linda disait être trop moderne. Les rideaux de la cuisine que j'avais choisis parce que la mère de Kevin avait mentionné qu'elle aimait ce motif. La table de la salle à manger que nous avions achetée parce qu'elle ressemblait à celle de ses parents. Chaque choix que j'ai fait visait à gagner l'approbation de gens qui comptaient littéralement mes échecs. Je me tiens au milieu du salon et je réalise que je ne sais même plus ce que j'aime vraiment parce que j'ai passé 3 ans à décorer selon le système de notation de quelqu'un d'autre. Je commence dans la chambre, sortant les vêtements du placard et les pliant dans des cartons. Ma boîte à bijoux va dans un sac avec les photos de ma propre famille. Je prends mon ordinateur portable et son chargeur,
mes documents importants dans le classeur, la couverture de ma grand-mère dans le placard du couloir. Je ne touche pas aux affaires de Kevin parce qu'il ne s'agit pas d'être méchante ou de se venger. Il s'agit de prendre mes affaires et de partir. Ses vêtements restent dans le placard. Ses articles de toilette restent dans la salle de bain. Ses livres restent sur l'étagère. Je n'essaie pas de le blesser en prenant ses affaires. J'ai juste besoin de me protéger et de commencer à construire une vie qui est réellement la mienne. Il me faut environ 2 heures pour emballer tout ce qui m'importe vraiment. Je charge les cartons dans ma voiture, faisant 3 allers-retours. Lors de mon dernier tour dans la maison, je m'arrête dans la cuisine et je regarde le comptoir où j'avais laissé mon alliance. Elle n'est plus là, Kevin a dû la ramasser, pensant probablement que je l'avais juste oubliée. Je verrouille la porte derrière moi avec ma nouvelle clé et je m'en vais sans regarder la maison dans mon rétroviseur. Kevin se présente à la maison vers 18h ce soir-là et je le sais parce que Laurence m'appelle en riant au sujet du message vocal qu'il vient de recevoir. Kevin a essayé sa clé dans la serrure et ça n'a pas fonctionné. Puis il a essayé la porte arrière et ça n'a pas fonctionné non plus. Apparemment, il a complètement perdu son sang-froid sur le perron. Le message vocal que Laurence me fait écouter est celui de Kevin hurlant que je ne peux pas l'enfermer dehors de sa propre maison, que c'est illégal, qu'il appelle la police. Laurence glousse encore en me disant que Kevin a manifestement oublié que mon nom est le seul sur l'acte puisque j'ai payé l'intégralité de l'apport avec de l'argent que j'avais économisé avant même notre mariage. La maison est légalement à moi et j'ai tout à fait le droit de changer les serrures. Le lendemain matin, Laurence dépose l'accord formel de séparation au tribunal. Les documents citent des différends irréconciliables, comme motif, mais y est joint un compte-rendu détaillé de la participation de Kevin à 3 ans de maltraitance émotionnelle documentée via la discussion de groupe familial. Laurence me dit que la greffière qui traite le dossier est une femme nommée Sandra, qui va apparemment à la même église que Linda. Les yeux de Sandra sont devenus énormes en lisant les preuves du tableur. Laurence dit qu'il pouvait pratiquement la voir composer mentalement les appels téléphoniques qu'elle allait passer. Dès l'après-midi, mon téléphone affiche 3 messages de personnes que je connais à peine, me demandant si je vais bien et disant qu'elles ont entendu parler de ce que Linda a fait. La nouvelle se répand dans leur cercle social plus vite que je ne l'espérais. Mon téléphone sonne mardi après-midi avec un numéro masqué et je réponds sans réfléchir, ce qui est une erreur. La voix de Linda arrive, pleurante et tremblante, disant que j'ai détruit sa famille et monté tout le monde contre elle. Elle poursuit en disant que les gens l'appellent pour poser des questions, que les femmes de l'église lui lancent des regards froids, que je suis cruel d'avoir envoyé cet email à Phoebe alors qu'elle n'a jamais essayé que de m'aider à être une meilleure épouse. Sa voix devient plus aiguë et plus désespérée, et je l'entends réécrire complètement l'histoire en temps réel. Je la laisse parler environ 2 minutes avant de l'interrompre pour lui demander si elle croit réellement ce qu'elle raconte. Il y a un silence. Puis Linda commence à bafouiller que tout ce qui se trouvait dans le tableur était de la critique constructive, destinée à m'aider, qu'elle essayait de me guider pour que je sois l'épouse dont Kevin avait besoin. Je réalise en l'écoutant qu'elle est si profondément ancrée dans sa propre version de la réalité qu'elle ne peut plus voir la vérité. Elle s'est convaincue que me noter chaque semaine et partager ses notes avec toute la famille était un acte de bonté, que documenter mes échecs était pour mon propre bien. Je dis très clairement à Linda que me donner un 4 sur 10 pendant ma fausse couche n'était pas constructif. C'était cruel. Je lui dis que le pouce levé de Kevin sur ce poste m'a montré exactement ce qu'était réellement mon mariage et qu'aucune réécriture de l'histoire n'y changera rien. Elle commence à argumenter, sa voix devenant défensive, mais je raccroche avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. Je ne lui dois plus rien de mon temps ou de mon énergie,
et j'ai fini d'écouter ses justifications. Mercredi matin, je me réveille avec un long email de Kélani que je n'attendais pas. Elle commence par dire qu'elle a vu le tableur dans les documents juridiques que Kevin a montré à la famille et que voir tout cela étalé l'a fait réaliser à quel point ils avaient tous été atroces. Elle écrit qu'elle a honte d'avoir participé à quelque chose d'aussi méchant et blessant, qu'elle s'est laissée entraîner dans la façon de faire de Linda sans s'arrêter pour penser à ce que je ressentais de mon côté. Ses excuses semblent sincères et elle inclut des exemples spécifiques de moments où elle a dit des choses cruelles qu'elle regrette aujourd'hui. Lire l'email de Kélani crée des sentiments compliqués que je ne sais pas trop comment trier. Une partie de moi apprécie qu'elle assume ses responsabilités et admette qu'elle a eu tort, mais une autre partie se souvient qu'elle était l'une des personnes disant que Kevin aurait dû épouser Rachel au lieu de moi. Qu'elle a participé à ma notation pendant 3 ans sans jamais dire un mot. Ces excuses semblent réelles, mais elles arrivent aussi un peu trop tard. Je ne suis prête à pardonner à personne de cette famille pour le moment, et je ne suis pas sûre de l'être un jour. Le mal est fait, et dire « désolé » n'efface pas 3 ans de cruauté documentée. Je réponds à Kélani l'après-midi même, restant brève et claire. Je la remercie pour ses excuses et pour avoir assumé sa responsabilité, mais je lui explique que j'ai besoin de distance vis-à-vis de tout ce qui touche à Kevin pour l'instant. Ce que sa famille a fait m'a trop blessé, et je ne suis pas prête à les voir dans ma vie pendant que j'essaie de guérir et d'avancer. J'appuie sur « envoyer » et je me sens bien, comme si je posais une limite qui me protégeait réellement au lieu d'essayer de mettre tout le monde à l'aise. Kélani répond dans leur en disant qu'elle comprend parfaitement et qu'elle n'attend rien de moi. Elle ajoute quelque chose qui me surprend, elle a commencé à travailler sur ses propres limites avec Linda et réalise à quel point sa mère l'a contrôlée et critiquée toute sa vie elle aussi. Elle écrit que peut-être quelque chose de bon sortira de ce gâchis si cela l'aide à se libérer de schémas dont elle ne savait même pas qu'ils lui nuisaient. Lire cela me donne un minuscule espoir, comme si l'explosion du tableur dans la vie de tout le monde allait forcer certaines personnes à regarder comment elles se traitent les unes les autres. Cela ne répare pas ce qui m'est arrivé, mais au moins Kélani semble se réveiller. Le lendemain matin, un livreur se présente à la porte de ma chambre d'hôtel avec la plus grande composition florale que j'ai jamais vue. Des roses rouges mélangées à des lys blancs dans un énorme vase en cristal qui a probablement coûté plus que mon budget hebdomadaire de course. La carte jointe dit « Il m'aime et nous pouvons tout surmonter ». Signé du nom de Kevin avec environ 15 emojis cœur. Je fixe les fleurs posées sur le bureau de l'hôtel et je ne ressens absolument rien d'autre que de l'agacement. C'est exactement le genre de geste que Kevin pense capable de résoudre les problèmes, quelque chose de cher et de voyant qui présente bien, mais qui ne s'attaque pas à la racine du problème. Il m'a envoyé des fleurs au lieu de me présenter de réelles excuses pour avoir participé à 3 ans de cruauté documentée. Il pense que des roses et une carte générique me feront oublier qu'il a mis un pouce levé quand sa mère m'a mis un 4 sur 10 pendant ma fausse couche. J'appelle la réception et demande s'ils connaissent des maisons de retraite locales qui accepteraient une livraison de fleurs. L'employé me donne le numéro d'un établissement à 2 rue de là, et j'organise la récupération du bouquet dans l'heure. Je prends une photo des fleurs avant qu'elles ne partent, en m'assurant que la carte soit bien visible. Quand Kevin m'envoie un SMS 1 heure plus tard pour demander si j'ai reçu son cadeau, je lui envoie la photo prise à la maison de retraite montrant 3 résidents âgés assis autour des fleurs avec de grands sourires. J'ajoute un message disant que les fleurs sont magnifiques et que je suis sûr que les personnes qui en profitent apprécient vraiment le geste. La réponse de Kevin revient juste un point d'interrogation, ce qui me prouve que ce n'était pas la réaction qu'il attendait. Il pensait probablement que des fleurs coûteuses me rendraient émotive et disposée à parler. Pas que je les donnerais à des inconnus. Mon téléphone commence à vibrer avec des messages d'amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des semaines. Apparemment,
Kevin a contacté nos amis communs pour raconter sa version des faits, que je l'ai quitté, sans prévenir, à cause d'un désaccord familial, et qu'il ne comprend pas pourquoi je suis si extrême. Je lis les messages inquiets me demandant si je vais bien et si nous pouvons parler, et je réalise que Kevin essaie de contrôler l'histoire avant que je puisse dire aux gens ce qui s'est réellement passé. Je passe l'heure suivante à transférer les parties importantes du tableur aux amis qui posent des questions. Je n'en vois pas tout car certaines choses sont trop personnelles et douloureuses, mais j'en envoie assez pour qu'ils voient ce que Linda faisait et comment Kevin y participait. Les réponses arrivent en quelques minutes et vont du choc total à la colère en mon nom. Une amie répond en lettres majuscules en disant qu'elle n'arrive pas à croire que la famille de Kevin ait fait cela et qu'elle est désolée de ne pas avoir vu ce qui se passait. Mon amie Jessica m'appelle directement au lieu d'envoyer un SMS et j'entends à quel point elle est bouleversée avant même qu'elle ne dise bonjour. Elle admet qu'elle a toujours trouvé Linda froide avec moi, mais supposait que c'était juste un truc, normal, de belle-mère, le genre de tension qui existe dans beaucoup de familles. Elle dit avoir remarqué de petites choses au fil des ans, comme Linda faisant de petites critiques sur ma cuisine ou mes vêtements, mais elle pensait que c'était juste la personnalité de Linda et que je savais comment gérer. Jessica me dit qu'elle se sent terriblement mal de n'avoir rien dit ou de ne pas avoir demandé si j'allais bien. J'entends sa voix trembler comme si elle allait pleurer. Une autre amie nommée Rachel, pas l'ex de Kevin, mais une autre Rachel rencontrée au travail envoie un long message disant qu'elle avait remarqué que Kevin ne me défendait jamais quand sa famille lançait des piques. Elle écrit l'avoir vu lors de fêtes et de dîners, quelqu'un faisait un commentaire sur mon travail ou mon apparence, et Kevin changeait simplement de sujet au lieu de me défendre. Rachel dit qu'elle n'avait pas réalisé que cela faisait partie d'un schéma plus large. Et maintenant qu'elle voit le tableur, elle comprend pourquoi je suis parti. Le fait que mes amis valident que ce qui s'est passé n'était pas normal m'aide plus que je ne l'espérais. J'ai passé 3 ans à me demander si j'étais trop sensible aux commentaires de Linda, si je faisais trop d'efforts pour gagner son approbation, si j'aurais dû simplement ignorer les critiques comme Kevin me le disait toujours. Entendre mes amis dire que c'était réellement atroce et que je n'aurais pas dû subir cela me permet de faire à nouveau confiance à mon propre jugement. Je ne suis pas folle d'être blessée par ce tableur. Je n'exagère pas en quittant mon mariage. Ce que Kevin et sa famille ont fait était cruel et mal, et j'ai eu raison de me protéger en partant. 2 semaines passent, je reste à l'hôtel et j'évite tout le monde dans la famille de Kevin. Laurence m'appelle un mardi après-midi pour me dire que l'avocat de Kevin l'a contacté avec une offre de règlement. Kevin acceptera un divorce rapide et un partage équitable des biens si je signe un accord de non-divulgation concernant le tableur et la dynamique familiale. Laurence me lit les termes exacts de la proposition, qui stipule essentiellement que je ne pourrai plus jamais parler de ce qui s'est passé avec qui que ce soit, publiquement ou en privé. Et si je le fais, je devrais payer à Kevin une somme énorme en dommages et intérêts. Écouter ces termes me soulève le cœur parce que cela me montre exactement à quel point Kevin est désespéré de contenir la situation. Il ne veut pas réparer ce qu'il a fait ni s'excuser d'avoir participé à des années de maltraitance, il veut me payer pour me taire et prétendre que rien ne s'est passé afin que sa réputation reste intacte. Je rencontre Laurence le lendemain et il me dit que la demande d'accord de non-divulgation prouve que Kevin sait à quel point tout cela est accablant. Kevin comprend que si les gens apprennent l'existence du tableur et son pouce levé pendant ma fausse couche, il sera vu pour ce qu'il est, quelqu'un qui a laissé sa famille maltraiter sa femme pendant des années sans la défendre. Laurence dit que Kevin veut m'empêcher d'en parler publiquement parce qu'il s'inquiète de l'impact sur son travail, sa vie sociale et ses futures relations. Je dis à Laurence que je refuse de signer tout accord de non-divulgation parce que je ne vais pas protéger des gens qui ont passé 3 ans à me traiter comme un projet qu'ils pouvaient noter et critiquer. Si Kevin veut de l'intimité, il aurait dû y penser avant de participer à la notation de sa femme comme s'il s'agissait d'une critique de produit.
Nous passons l'après-midi à travailler sur notre contre-offre. Je veux garder la maison puisque j'ai payé l'intégralité de l'apport avec l'argent économisé avant le mariage et que mon nom est le seul sur l'acte. Nous proposons un partage équitable des autres biens comme le compte d'épargne et les voitures, mais absolument aucun accord de non-divulgation. Kevin peut avoir sa vie privée s'il accepte mes conditions et arrête de me contacter directement, mais je ne signerai rien qui m'empêche de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Laurence envoie la contre-offre à l'avocat de Kevin avant que nous ne quittions son bureau. Il me dit de m'attendre à une réponse sous quelques jours car Kevin semble motivé pour régler cela rapidement. Apparemment, Kevin prend mal la contre-offre car 3 jours plus tard, je me réveille avec un SMS envoyé à 2 heures du matin. Il écrit que je suis vindicative et que j'essaie de le punir pour le comportement de sa mère, qu'il n'a jamais rien fait personnellement pour me blesser et que je détruis sa vie pour des choses que d'autres ont dites. Le SMS continue sur plusieurs paragraphes sur l'injustice de ma réaction et sur le fait que j'utilise le divorce pour me venger au lieu d'essayer de régler les choses comme des adultes. Je lis tout le message en restant parfaitement calme, puis je fais une capture d'écran et l'envoie à Laurence comme preuve supplémentaire que Kevin ne comprend toujours pas qu'il a participé à la maltraitance. Kevin se croit innocent parce qu'il n'a pas créé le tableur lui-même, mais il a été dans cette discussion de groupe pendant 3 ans et n'a jamais pris ma défense. Son pouce levé sur le poste de ma fausse couche n'était pas le comportement de sa mère. C'était son propre choix et aucun SMS nocturne n'y changera rien. J'envoie à Laurence une autre capture d'écran et j'ajoute une note demandant si cela compte comme du harcèlement. Il répond dans les 10 minutes que c'est tout à fait le cas et que nous pourrons l'utiliser si Kevin continue d'insister. Les jours suivants passent tranquillement car j'arrête de vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle et je commence à me concentrer sur la suite. Phoebe m'envoie un SMS jeudi pour me proposer de déjeuner samedi et quelque chose dans cette invitation décontractée me fait me sentir plus normal que je ne l'ai été depuis des semaines. J'accepte et elle m'envoie l'adresse d'un restaurant en ville où je n'ai jamais été. Samedi après-midi, j'entre dans le restaurant et repère immédiatement Phoebe à une table d'angle près des fenêtres. Elle me fait signe et l'hôtesse l'accueille par son nom, ce qui m'indique que Phoebe vient ici régulièrement. Nous nous embrassons brièvement et nous asseyons, puis Phoebe commande une bouteille de vin pour la table sans regarder la carte. Le serveur la porte avec 2 verres et s'éclipse pour nous laisser le temps de choisir nos plats. Phoebe nous sert et lève son verre pour un petit toast au « nouveau commencement », et je bois à cela car cela me semble juste. Nous commandons des salades et Phoebe me demande comment je tiens le coup. Je lui réponds honnêtement que certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais que je sais avoir fait le bon choix en partant. Elle hoche la tête et dit avoir beaucoup pensé à Linda depuis qu'elle a reçu mon email, se remémorant des choses qu'elle avait ignorées au fil des ans et qui semblent maintenant plus significatives. Phoebe commence à me raconter des histoires sur Linda remontant à leurs années d'université. Elle dit que Linda devait toujours être la meilleure en tout et ne supportait pas que d'autres femmes reçoivent de l'attention ou des éloges. Il y avait une fille dans leur résidence qui s'était fiancée en 3e année et Linda avait passé des mois à faire des remarques sur le fait que la bague était trop petite et que le gars n'avait probablement pas les moyens de faire mieux. Une autre amie avait été admise en école de médecine et Linda avait soudainement décidé qu'elle voulait être médecin aussi, même si elle n'en avait jamais parlé auparavant, pour finalement abandonner l'idée lorsqu'elle n'avait été acceptée nulle part. Phoebe me dit, Linda a passé toute sa vie d'adulte à rivaliser avec les femmes au lieu de les soutenir. Trouvant toujours des moyens de rabaisser les autres pour se sentir supérieure. Elle me parle du schéma de Linda qui se lie d'amitié avec des femmes pour ensuite les miner lentement par des critiques déguisées en conseils utiles. Une amie avait pris du poids après avoir eu un bébé et Linda n'arrêtait pas de lui acheter des vêtements de taille plus petite en guise de motivation, ce qui faisait que la femme se sentait terriblement mal.
Le mari d'une autre amie l'avait quitté et Linda avait commenté qu'elle aurait dû faire plus d'efforts pour le rendre heureux, comme si le divorce était d'une certaine manière la faute de l'ami. Écouter ces histoires m'aide à comprendre que rien de ce que j'aurais pu faire n'aurait changé quoi que ce soit avec Linda. Elle ne voulait pas d'une belle-fille qui soit assez bien, elle voulait le contrôle sur Kevin et ne supportait pas qu'il ait choisi quelqu'un qu'elle n'avait pas sélectionné elle-même. Phoebe ajoute, Linda m'a vu comme une compétition pour l'attention de Kevin dès le début, et le tableur était sa façon de me garder petite et reconnaissante de leur acceptation. Les notes n'étaient pas destinées à m'aider à m'améliorer. Elles servaient à s'assurer que je ne me sente jamais assez en sécurité pour contester la position de Linda en tant que femme la plus importante dans la vie de Kevin. Phoebe prend ma main et me dit qu'elle est désolée de n'avoir pas vu ce qui se passait plus tôt. Je lui réponds que ce n'est pas sa faute et que je suis juste soulagé de comprendre maintenant que le problème n'a jamais été moi. Nous finissons de déjeuner et Phoebe me dit qu'elle en a fini avec Linda après avoir vu ce tableur. Elle dit que plusieurs autres femmes de leur cercle social ressentent la même chose et que Linda se retrouve soudainement non invitée à des événements. Je ressens un petit sentiment de justice en apprenant que Linda fait face à de réelles conséquences. Mais surtout, je me sens libéré de tout cela. Phoebe et moi échangeons nos numéros et nous promettons de rester en contact. En retournant à ma voiture, je me sens plus légère. 3 semaines passent, je vis à l'hôtel et je poursuis ma routine de travail. La chambre d'hôtel est assez confortable mais chère et je réalise que je dois trouver mon propre logement. Je commence à chercher des appartements en ligne pendant mes pauses déjeuner et après le travail. La plupart ont l'air génériques et froids sur les photos. Puis je trouve une annonce pour un 2 pièces avec de grandes fenêtres et du parquet qui a l'air chaleureux et lumineux même en photo. J'appelle le numéro et l'agent immobilier me propose de visiter l'après-midi même. Je retrouve l'agent devant un immeuble dans un quartier que j'ai toujours aimé mais où je n'avais jamais envisagé de vivre car Kevin pensait que c'était trop loin de chez ses parents. Elle déverrouille la porte, nous montons au premier étage et quand elle ouvre la porte de l'appartement, je sens quelque chose changer en moi. La lumière du soleil inonde les pièces et le tout semble ouvert et paisible. L'agent commence son discours habituel sur la superficie et les commodités, mais je l'écoute à peine car j'imagine déjà mes meubles ici, mes livres sur ces étagères et ma vie dans cet espace. Cet appartement est à moi, pas à nous, il n'est pas décoré pour impressionner qui que ce soit, c'est juste un espace où je peux être moi-même sans jugement. Je dis à l'agent que je le prends et elle a l'air surprise que je me décide si vite. Elle commence à dire qu'il faut réfléchir, mais je l'interromps. J'ai assez réfléchi et je sais que c'est l'endroit qu'il me faut. Nous retournons à son bureau, je remplis le dossier et je fais un chèque pour la caution et le premier mois de loyer. L'agent dit qu'elle va vérifier mes références mais s'attend à ce que tout passe vite vu mes revenus. Je quitte son bureau plus excité que je ne l'ai été depuis des mois. L'approbation arrive 2 jours plus tard et je signe le bail immédiatement. L'agent me donne les clés et je me tiens dans mon appartement vide, sentant le poids de cette décision et de ce nouveau départ. J'appelle une entreprise de déménagement pour récupérer mes affaires à la maison. La semaine suivante, Laurence envoie à l'avocat de Kevin une notification officielle de l'heure d'arrivée des déménageurs pour que Kevin soit ailleurs, car je ne veux pas d'une autre scène sur le perron. L'avocat de Kevin confirme qu'il ne sera pas présent, ce qui me soulage énormément. Le jour du déménagement arrive, je retrouve les déménageurs à la maison. Kevin n'est pas là comme promis. Je parcours notre foyer une dernière fois, rassemblant tout ce qui m'appartient. Les déménageurs emballent mes vêtements, mes livres, mes ustensiles de cuisine, les meubles que j'avais apportés lors du mariage. Les affaires de Kevin restent exactement là où elles sont. Charger le camion prend 3 heures puis je suis les déménageurs jusqu'à mon nouvel appartement. L'aménagement me prend le reste de la semaine et je le fais lentement,
en faisant des choix délibérés. J'achète un canapé qui me plaît vraiment au lieu du beige neutre que Linda jugeait approprié pour un couple marié. J'accroche des tableaux qui me rendent heureuse. J'organise ma cuisine comme je le souhaite sans me demander si la vaisselle est bien présentée ou les serviettes bien pliées. Chaque choix est le mien et l'appartement commence à refléter qui je suis vraiment. Je suis en train de poser des rideaux dans la chambre quand on frappe à ma porte. Je n'attends personne et mon cœur s'emballe. Je regarde par l'œilleton et je vois Kevin dans le couloir tenant un carton. Je n'arrive pas à croire qu'il ait trouvé ma nouvelle adresse. Il l'a probablement obtenue par l'entreprise de déménagement où il a suivi le camion. Quoi qu'il en soit, il est là avec ce qui ressemble à un panneau fait maison avec du texte dessus. Je n'ouvre pas, mais je demande ce qu'il veut. Sa voix étouffée me parvient, disant qu'il doit me parler et qu'il ne partira pas avant que je l'aie écouté. Je déverrouille la porte mais garde la chaîne de sécurité. Kevin brandit son panneau et je vois qu'il a écrit une liste de raisons pour lesquelles nous devrions rester ensemble, numérotée de 1 à 10 comme dans un film romantique au lieu de la fin d'un mariage bâti sur des mensonges. Il commence à les lire à voix haute et sa voix se brise au numéro 3, sur notre promesse de rester ensemble, pour toujours. Je le laisse finir sa liste parce que l'interrompre ne ferait que faire durer les choses. Quand il a fini, il me regarde les larmes aux yeux en me demandant si nous pouvons parler à l'intérieur. Je lui dis à travers l'entrebâillement que j'ai vu 3 ans de messages dans ce groupe. 3 ans de sa famille en train de me noter et de me déchirer. Et pas une seule fois il ne m'a défendu. Son panneau ne change pas le fait qu'il a mis un pouce levé quand sa mère se moquait de ma tristesse après ma fausse couche. Aucun grand geste ne peut réparer une telle trahison. Kevin s'effondre et dit qu'il ne pensait pas que le tableur était si grave. C'était juste sa mère qui faisait sa mère, et il ne voulait pas causer de drames familiaux. Je lui réponds que c'est précisément le problème. Il a choisi d'éviter les drames avec sa famille plutôt que de protéger sa femme. Je lui dis que c'est fini et qu'il doit partir. Je ferme la porte alors qu'il essaie encore d'argumenter. Il reste dehors quelques minutes, je l'entends pleurer. Enfin, ses pas s'éloignent. Quand je regarde à nouveau, il est parti, mais il a laissé le panneau contre ma porte comme un déchet triste. J'attends 5 minutes, puis j'ouvre la porte et je jette le panneau dans la benne de l'immeuble. 4 semaines après avoir quitté Kevin, nous nous retrouvons pour la médiation du divorce au bureau de Laurence. Kevin arrive avec son avocat. Voir Kevin me semble surréaliste car il a beaucoup changé. Il a perdu du poids, ses vêtements sont trop larges et il a des cernes sombres. Une partie de moi a de la peine pour lui, mais une plus grande partie se souvient du pouce levé et ne ressent que de la tristesse pour tout ce temps perdu à essayer d'être assez pour des gens déterminés à ce que je ne le sois jamais. Laurence nous présente l'accord de règlement. Kevin hoche la tête, les épaules affaissées. L'accord partage tout en 2 sauf la maison, qui me revient. Kevin garde sa voiture et ses affaires personnelles. Il signe sans discuter, ce qui me prouve qu'on lui a conseillé d'accepter le deal pour clore l'affaire. Le tout prend moins d'1 heure. Nous rassemblons nos affaires et Laurence me serre la main. Kevin reste près de la porte, l'air perdu, attendant que les avocats sortent. Il me demande si nous pouvons parler 1 minute. Je lui accorde 5 minutes et nous nous rasseyons. Kevin commence à parler, la voix tremblante, disant qu'il est désolé et qu'il n'avait pas réalisé à quel point le tableur me blesserait. Je remarque que ses excuses portent plus sur le fait de s'être fait prendre que sur les 3 ans de cruauté. Plus sur la façon dont il se sent maintenant que sur son comportement lors de ma fausse couche. Il répète qu'il pensait que c'était juste sa mère qui faisait sa mère. Je réalise qu'il n'a toujours pas compris ce qu'il a fait de mal.
Quand il a fini, je lui dis que j'espère qu'il finira par comprendre, mais que c'est un travail qu'il doit faire seul. Je lui dis que c'est fini et que j'avance dans ma vie. Je lui souhaite sincèrement bonne chance, même si je ne veux plus jamais le revoir. Je me lève et je sors avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Le divorce est finalisé 6 semaines après mon départ, ce qui est rapide car nous n'avions pas d'enfants. Laurence m'appelle un jeudi pour me dire que le juge a signé les papiers. Je vais récupérer mes copies et signer les derniers documents me semble moins triste que prévu, c'est plutôt comme fermer un chapitre sur une version de moi-même qui ne connaissait pas sa propre valeur. Je rentre chez moi et me sers un verre de vin. 3 ans de mariage réduits à des documents légaux qui disent que nous sommes des étrangers. Le plus étrange, c'est à quel point je me sens légère. 2 jours plus tard, Kélani m'envoie un SMS, Linda veut me contacter pour voir si on peut se voir et discuter. Je réponds à Kélani que j'apprécie sa démarche mais que je n'ai aucun intérêt à avoir une relation avec Linda. J'écris soigneusement que certains dommages sont irréparables. Kélani me répond qu'elle comprend et ajoute qu'elle a elle-même commencé une thérapie pour gérer ses propres problèmes avec le comportement contrôlant de Linda. Nous échangeons quelques messages et je ressens une étrange connexion avec elles toutes deux essayant de nous libérer du besoin de Linda de critiquer. Nous convenons de prendre un café un jour, en tant qu'individu et non en tant que famille. 2 mois après avoir quitté Kevin, je télécharge une application de rencontres. Les rencontres sont totalement différentes cette fois-ci car j'ai des limites plus claires. Je ne cherche à prouver rien à personne. Mes premiers rendez-vous sont corrects sans plus. Je ne me sens pas désespéré de faire marcher les choses. Mes amis m'organisent une fête de divorce, qui est surtout un prétexte pour célébrer le fait que je me suis choisi face à une situation toxique. Nourrions de l'épisode du panneau de Kevin. Je me sens entouré de gens qui m'apprécient pour qui je suis vraiment. Nous restons éveillés tard à partager nos histoires et je me sens reconnaissante envers celles qui sont restées quand les choses sont devenues difficiles. 3 mois après le divorce, je mets la maison en vente car elle contient trop de souvenirs d'une époque où j'essayais d'être quelqu'un d'autre. Nous recevons 3 offres en une semaine. J'accepte la plus haute sans tristesse. Le profit de la vente me donne une base financière solide. Je trouve un petit pavillon avec de grandes fenêtres et un petit jardin et je verse la compte le jour même. Le déménagement se fait vite. Je rends les clés à l'agent et je ne regarde pas derrière moi en m'en allant. Le travail devient plus facile car je ne porte plus le stress de mon mariage. Je suis plus concentrée, plus confiante. Ma patronne remarque le changement. Elle me confie la direction d'un compte majeur que je convoitais depuis des mois. Je me jette dans le projet et mon équipe réunit les premiers objectifs en avance. Je m'épanouis sans la critique constante qui me suivait partout. Phoebe m'invite à son club de lecture et j'accepte. Tout le monde me sourit. Personne ne pose de questions intrusives. Phoebe me présente comme son amie, et non comme l'ex de Kevin ou l'ex-belle-fille de Linda. Je me sens comme une personne à part entière. Je rentre chez moi en sentant à quoi ressemblent de vraies amitiés saines. 3 mois passent encore. Je suis au supermarché quand je croise Cécilia au rayon fruits et légumes. Elle me voit et fait semblant d'être très intéressée par les pommes, me tournant le dos. Je m'approche et lui dis bonjour d'une voix enjouée, ce qui la pétrifie. Elle se retourne avec un faux sourire, le visage écarlate. Elle bafouille qu'elle est pressée, ses mains tremblent en rangeant ses pommes. L'interaction dure 2 minutes avant qu'elle ne s'enfuit presque, laissant son chariot derrière elle. Voir son embarras me donne un sentiment de conclusion. Les actes ont des conséquences.
Je finis mes courses satisfaite d'avoir géré cela avec plus de grâce qu'elle ne le méritait. Une semaine plus tard, Miranda m'envoie un long message d'excuses pour ses commentaires sur mon poids dans le groupe. Elle explique que sa fille adolescente se pose des questions sur son image corporelle et que cela lui a fait réaliser le mal causé par sa cruauté gratuite. Elle dit avoir honte. Ses excuses semblent sincères mais clairement motivées par sa propre situation. Je réponds le lendemain en la remerciant mais en expliquant que je ne souhaite pas garder de lien avec la famille de Kevin. Je bloque son numéro après notre échange. Ma vie trouve un rythme confortable. Je prends des cours de poterie le mercredi soir juste pour le plaisir. Je suis nul, mais personne ne me note. Je fabrique un mug de travers qui tient le café et je l'utilise chaque matin car il représente le plaisir pur sans besoin d'approbation. Mes week-ends se remplissent de brunch, de cinéma et de randonnée. Je commence à sortir avec quelques personnes rencontrées sur des applications. Je suis exigeante car j'ai appris ce qui arrive quand on ignore les signaux d'alarme. 6 mois après avoir découvert le tableur, je réalise un samedi matin que je suis sincèrement heureuse. J'ai des amis qui célèbrent mes succès. Mon appartement est un foyer, pas une scène de théâtre décorée pour plaire à Linda. Mon compte en banque est plus sain. Je me regarde dans le miroir et je vois une femme reposée. Le tableur qui a détruit mon mariage m'a aussi libéré d'une vie où ma valeur était mesurée par des notes hebdomadaires. Je rencontre quelqu'un de nouveau à l'anniversaire d'une amie en juillet. Il me fait rire dès les 5 premières minutes. Il s'appelle Joshua, il travaille dans le conseil en environnement. Il me pose des questions comme s'il était vraiment intéressé par les réponses. Il ne m'interrompt pas. Notre premier rendez-vous dure 3 heures dans un restaurant italien. Joshua me parle de ses propres échecs passés et je me sens, vu, d'une manière que je n'ai jamais connue avec Kevin. Nous commençons à nous voir régulièrement. Il est d'une gentillesse constante. Je prends mon temps, mais la différence avec mon mariage est si flagrante que c'en est presque drôle. Joshua m'écoute vraiment et ne me fait jamais sentir que je dois m'effacer. Avec le recul, ce tableur a été la pire et la meilleure chose qui me soit arrivée car il m'a montré la vérité que j'évitais depuis 3 ans. J'étais marié à quelqu'un qui regardait sa famille me déchirer sans dire un mot, qui mettait un pouce levé quand sa mère se moquait de mon deuil. J'ai dépensé tant d'énergie à essayer d'être l'épouse que Linda voulait au lieu d'être moi-même. Découvrir ce tableur a fait plus de mal que tout ce que j'ai vécu, mais cela m'a libéré. Je construis une vie où je suis apprécié pour qui je suis, entouré de gens qui me célèbrent. Ma carrière est meilleure, mes amitiés sont plus profondes. Je me réveille chaque matin sans appréhension. Je n'ai jamais été aussi libre. 6 mois après avoir laissé mon alliance sur le comptoir et m'être éloigné de gens qui ont passé 3 ans à prouver qu'ils ne verraient jamais ma valeur.